Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Louvre, ce célèbre musée parisien. Voici une vignette du vieux Louvre. Hors des murs de Paris, à l'entrée des grands bois qui suivaient jusqu'au Pec les sinuosités de la Seine, s'élevaient, dès le IXe ou le Xe siècle, les fortes tours d'un domaine royal dont le nom latin, Lupara, semble indiquer le voisinage des loups de la forêt. Ce domaine réunissait sans doute, comme tous les lieux de plaisance des chefs francs, le double caractère d'une bonne métairie et d'un rendez-vous de chasse. Les rois ne faisaient néanmoins d'y sainte foi qu'y passer et s'y rafraîchir, jamais ils n'y ont été à demeure. Il serait au reste fort difficile de déterminer avec précision quelle était l'importance des bâtiments du Louvre avant Philippe Auguste. Tout ce que nous savons, c'est que la grosse tour que ce prince édifia au milieu de la cour du château ne fit que remplacer une tour plus ancienne. Il est donc possible que la tour du Louvre fût déjà ce qu'elle a été constamment depuis, le centre de la France féodale. C'était d'elle en effet que relevaient tous les grands fiefs et toutes les grandes seigneuries du royaume. Chaque vassal était tenu d'y venir rendre hommage et, en cas de félonie, était sûr d'y trouver une prison. Ferrand de Portugal y fut le premier enfermé après la bataille de Bouvines. Ferrand s'était vanté d'entrer en triomphe à Paris. Il y entra enchaîné sur un char traîné par 4 chevaux. Il avait dit qu'il coucherait au Louvre. Il y coucha 12 ans. La tour du Louvre était en outre la gardienne du trésor des rois. On n'y entrait que par un pont-levis jeté sur de larges douves. La porte en était fermée par une grille de fer s'ouvrant sur un escalier à vis qui conduisait à divers étages d'appartements voûtés dont les croisées étaient profondément enfoncées dans la muraille. En outre de ces appartements, on y remarquait un puits et une chapelle. Cette tour isolée communiquait par une galerie de pierre au vaste parallélogramme que dessinaient, depuis Philippe Auguste, les bâtiments du château. Ces bâtiments, d'une construction informe, ne manquaient cependant ni de légèreté ni d'élégance, grâce aux tours nombreuses et élancées qui flanquaient leurs angles et protégeaient leurs issues. On eût dit avoir les pignons aigus de quelques-unes de ces tours que surmontaient de hautes girouettes, à voir les tourelles accolées à quelques autres, tourelles qui se détachaient comme de sveltes donjons de leurs sommets crénelés. On eût dit une construction orientale. Dans l'architecture civile comme dans l'architecture religieuse, les lignes prenaient toutes alors une direction verticale. C'est une aspiration incessante qui se traduit par 1000 formes gracieuses, flèches, tours, clochetons, pinacles. Les toits eux-mêmes sont brisés par des ressauts qui semblent lutter de hardiesse et de hauteur. Le Louvre actuel représente l'harmonieuse mais grave poésie des anciens. Le Louvre de Philippe Auguste, les fleurs capricieuses mais variées de la poésie chevaleresque. J'ai dit que le Louvre était situé hors de Paris.
Sa position à cet égard ne se trouva pas changée par la nouvelle enceinte de Philippe Auguste. Cette enceinte fut en effet tracée entre la façade orientale du palais et le portique de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le Louvre eut sa ligne de circonvallation particulière et forma une citadelle à la porte de la ville. Quelques rues cependant commençaient dès lors à s'ouvrir de ce côté. Le quartier Saint-Honoré se formait et se peuplait. Aussi Charles V finit-il par comprendre le Louvre dans ses travaux de fortification qui jetèrent les limites parisiennes jusqu'à la tour de bois, vers le pont actuel des Saints-Pères. Charles V résidait habituellement à l'hôtel Saint-Paul, qui est quelquefois désigné dans l'histoire par le titre d'hôtel solennel des grands ébattements. Le roi de France pourrait y loger superbement, disait-on, 22 princes de la qualité du duc de Bourgogne. On eût dit en effet non pas un hôtel, mais une ville tout entière, tant il y avait de tours, de pignons, de galeries, de jardins, de viviers, de chapelles dans cette immense enceinte. Cette grandiose réunion de palais embrassait, en y comprenant l'église et le couvent des Célestins qui y avait été édifié aux frais du roi, tout l'espace circonscrit aujourd'hui par la Seine, les greniers d'Abondance et les rues Saint-Antoine et des Nonandières. Mais si l'hôtel Saint-Paul était le lieu des pompes de la royauté, le Louvre était devenu avec Charles celui de ses méditations et de ses études. C'était là en effet que ce prince, à l'esprit durement sage et subtil, pour parler comme Froissart, avait fait transporter sa librairie et ses instruments astrologiques. C'était là que venaient le trouver de préférence les philosophes, les érudits, les poètes. On croit les voir, les entendre dans cette tour de la librairie dont le roi avait fait griller les fenêtres avec du fil d'archal pour n'y être troublé par les pigeons de Colombe. Tant d'autres ils conversèrent de chevalerie ou de belles lettres, tantôt pour obvier à vaines et vagues paroles. Ils prêtent l'oreille à une musique composée d'instruments bas, ou à la voix de quelque prud'homme disant « gestes et mœurs vertueux d'aucun bon pour trépasser ». Qui ne reconnaîtrait au milieu d'eux le roi sage, c'est-à-dire, suivant le langage du temps, le savant, le lettré, dans ce front pâle, cette tête amaigrie et méditative, toujours penchée pour entendre, mais sur laquelle les impressions sont à peine sensibles, tant il y a en elles de réflexion et de calme. Jamais prince ne fut moins chaud ni furieux, mais jamais non plus tant de bénignité et de douceur ne se cacha sous une enveloppe de marbre. « Que vous êtes heureux, sire, lui disait le beau chevalier Burel de la Rivière, son ministre et son ami. « Oui, je suis heureux, répondait Charles, car j'ai le pouvoir de faire le bien. » Charles V consacra 55 000 livres à agrandir le Louvre, et particulièrement à en exhausser les bâtiments d'un étage. Sur le pignon du pont-levis qui donnait entrée à la grosse tour, on remarquait sa figure, tenant le sceptre. Elle y avait été sculptée par Jean de Saint-Romain, au prix de 6 livres 8 sols parisis. Le Louvre s'étendait alors de la rivière à la rue de Beauvais, et de la rue Froidmanteau à celle d'Autriche, aujourd'hui de l'Oratoire. Il était accompagné de plusieurs jardins. Le plus considérable était borné par la rue Froidmanteau et comprenait le terrain sur lequel a été édifié depuis lors l'angle nord-ouest du palais actuel. 4 ou 5 basses-cours avaient été en outre réservées dans l'intérieur de l'enceinte, afin de suffire sans doute au service des nombreux gouverneurs qui exerçaient le commandement. Chaque tour du Louvre était en effet une capitainerie, et ces tours étaient sans nombre.
J'ai déjà parlé de la grosse tour et de la tour de la librairie. Je pourrais citer encore la tour de la fauconnerie, la tour de l'artillerie, la tour de la taillerie, la tour de la grande chapelle, la tour de l'écluse, la tour de Windhall, la tour du pont des Tuileries, la tour de l'horloge, les 2 tours du fer à cheval, etc. Charles VI ajouta de son côté quelques pierres à ce vaste ensemble de constructions. Le Louvre fut momentanément habité sous son règne par le dauphin, jeune homme frivole et voluptueux qui cherchait un asile pour ses plaisirs, loin de l'hôtel Saint-Paul où vivait sa femme. Mais les fenêtres du Louvre, éclairées chaque nuit de 1000 bougies, ces grandes salles, ordinairement solitaires, retentissant tout à coup de bruit et de musique, ne tardèrent pas à éveiller une vive irritation au cœur des princes et du peuple. Un soir donc, les princes, et avec eux la reine et la dauphine, se présentent au Louvre et y font saisir de vive force Jean de Croix, David de Brimeux, Bertrand de Montauban, le seigneur de Moix et quelques autres conseillers du dauphin. Le jeune prince s'irrite, il veut sortir, il veut ameuter le peuple, mais on n'en lui laissa pas les moyens. Et la roine, sa mère, dit Monstrelet, tant qu'elle put, le rabaisa. Le dauphin, qui jusque-là avait suivi les impulsions de la faction d'Orléans, passa alors du côté du duc de Bourgogne. 7 ans s'écoulent, et nous rencontrons au Louvre non plus le fils étiolé de Charles VI, jeune homme dont les débauches ont en quelques jours épuisé la vie, mais Henri V d'Angleterre, régent et héritier présomptif de la couronne de France. Le roi d'Angleterre et ses 2 frères, dit Monstrelet, se logèrent au chastel du Louvre. Et quant à parler des dons et présents qui furent faits au duc roi et à sa femme la Roine, il seroit trop long à raconter chacun à part soi. Triste souvenir de honte et de bassesse. Au XVIe siècle, le Louvre servit de demeure à Charles Quint pendant les 8 jours qu'il passa à Paris en 1539. L'empereur y arriva le 2 janvier, monté sur un beau cheval maureau et vêtu d'un petit manteau de drap noir, et en sa teste un chapeau de feutre noir, parce qu'il portoit le deuil de sa femme. Le présent qu'on lui fit la ville fut un bel et grand Hercule, effigié tout en argent, vêtu d'une peau de lion, lequel était de environ 6 pieds de haut, et tenait 2 grosses colonnes d'argent, lesquelles il plantait à force de dentaire. Et à l'entour des dictes colonnes était inscrit plus haut, qui était la devise du dit empereur, lequel Hercule fut mis dedans, un étui de cuir sur lequel avaient des aigles à 2 têtes dorées et étaient doublés de satin vert. Charles Quint, de son côté, laissa à Paris diverses marques de sa générosité. On citait entre autres un candélabre à 10 branches d'un fort beau travail qu'il offrit à l'église Sainte-Opportune et qu'on y voyait encore en 1789. Cependant, le Louvre que venait d'habiter le grand empereur n'était déjà plus qu'une ruine. François Ier y avait fait, il est vrai, d'importantes réparations, mais soit que ces travaux fussent insuffisants, soit que la vieille architecture de Charles VI et de Philippe Auguste blessa l'œil du prince qui avait construit Fontainebleau et Chambord. Toujours est-il qu'immédiatement après le départ de Charles Quint, un nouveau et splendide palais s'éleva sur les dessins de Lescaut à la place du gothique manoir. L'œuvre de Lescaut, qui est restée connue sous le nom de Vieux Louvre, se composait de 2 corps de bâtiments, dont un seul est demeuré intact,
Ce bâtiment est celui qui s'étend du pavillon du Dôme au pavillon des Antiques. Le second, qui lui était semblable, formait un retour d'équerre depuis le pavillon des Antiques jusqu'au guichet actuel du bord de l'eau. Ce dernier a été complètement modifié d'après les dessins de Perrault lors de l'achèvement du palais. Enfin, deux autres corps de bâtiments, de dimension égale au premier, devaient, suivant le plan de Lescaut, terminer le parallélogramme qui n'eût occupé ainsi que le quart de la surface actuelle du Louvre. La mort de François Ier, celle de Henri II et celle de Lescaut arrêtèrent l'exécution du monument. Elle ne fut reprise que sous le règne de Louis XIII, et alors seulement les proportions actuelles lui firent donner, proportions étrangères à la pensée primitive de l'artiste. Le vieux Louvre n'en reste pas moins, malgré le dôme et le péristyle de Lemercier, et malgré la colonnade de Perrault, la partie la plus remarquable de l'édifice. Nous n'y retrouvons sans doute ni la hardiesse ni le grandiose du Moyen-Âge. Mais la Renaissance y assumait à pleine main toutes ses harmonies. Élégance du dessin, pureté des détails, correction sans sécheresse, alliance merveilleuse de l'équerre et du ciseau. Voilà ce qui frappe dès l'abord dans cette splendide construction. C'est encore le Moyen-Âge pour la richesse, mais c'est aussi l'Antiquité classique pour l'habileté technique de la main. La pensée de l'art est amoindrie, mais elle est toujours féconde et puissante. Lescaut s'était associé Goujon pour l'accomplissement de son œuvre, et tandis que l'architecte dessinait les profils du monument, le sculpteur taillait dans la pierre des trophées, des esclaves et des figures allégoriques, telles que la pudeur, l'abondance, le courage, etc. Tandis que Lescaut suspendait les voûtes de l'immense salle des Cent Suisses, Goujon en décorait l'extrémité d'une tribune supportée par ces célèbres cariatides qui rappellent Michel-Ange. Jamais lutte plus brillante et plus fraternelle ne s'était engagée entre les deux beaux génies. On se ferait du reste difficilement une idée de ce qu'était le Louvre à la mort des deux artistes. Une partie considérable des vieux bâtiments existait encore à l'est et au sud, et leurs hauts toits, leurs tours noircies par le temps, se raccordaient assez mal avec la construction italienne et toute éclatante de blancheur et d'art du Bramante français. Ajoutons que des échoppes boiteuses se pressaient dans la cour parmi des monceaux de gravois, tandis que de nouveaux bâtiments s'élevaient dans la direction de la Seine, en dehors du plan régulier du palais. Ainsi, confusion d'âge, de style et de plan, tel était l'aspect que présentait le Louvre lorsqu'il devint tout à coup, après des siècles d'oubli, la résidence habituelle de la royauté. L'hôtel Saint-Paul n'existait plus. Henri II venait de mourir, frappé d'un coup de lance, au palais des Tournelles. Et Catherine de Médicis, sa veuve, s'empresse de chercher un refuge contre un si pénible souvenir dans les salles toutes neuves du Louvre. C'est donc au Louvre que va s'accomplir le drame douloureux et lugubre des derniers Valois. C'est là que vont passer sous ses yeux et Charles IX et Henri III, et les Guises et Coligny, et la Saint-Barthélemy, et les barricades. Quelques jours avant ces trestes jours, la cour se trouvait réunie au Louvre, prêtant l'oreille à une belle jeune fille alors dans son doux printemps et fleur de jeunesse, laquelle déclamait publiquement une oraison en latin qu'elle avait faite, soutenant et défendant, contre l'opinion commune, qu'il était bien séant aux femmes de savoir les lettres et arts libéraux. Je l'ai vue là, s'écrie Brantôme avec un triste et pieux souvenir. Cette jeune fille, cet enfant de 13 ans, était Marie Stuart. Ce fut également dans le bâtiment neuf du château du Louvre qu'eurent lieu les fêtes de son mariage avec le roi dauphin. Marie était vêtue de blanc, avec carcan de pierreries autour du cou et couronne d'or, de diamants et de perles sur la tête.
cette couronne était attachée une escarboucle pendante de 500 000 écus. Ne nous semble-t-il pas la voir avec ce pas modeste et cette belle grâce dont parle Brantôme, ballant dans la salle des sangs suisses, au bruit des clairons, au bois, flageoles, et parmi la joie et la délectation de tous les seigneurs et princes qui sentaient l'amour voleter autour d'elle. 4 années s'écoulent, et cette gracieuse figure ne nous apparaît plus que sous un voile de deuil. L'esprit s'attache involontairement à ces détails d'une mélancolique poésie, en présence surtout des scènes violentes auxquelles il préludèrent. À l'époque de Catherine de Médicis, le côté du Louvre qui fait face à Saint-Germain-l'Auxerrois présentait un confus assemblage de tours et de bâtiments qui, la plupart, dataient du règne de Philippe Auguste. Sur une partie de l'emplacement de la colonnade actuelle s'étendaient la chapelle et la galerie de l'hôtel du Petit Bourbon, splendides débris de la demeure du connétable. Ce fut dans cette galerie, la plus vaste de France, qu'eurent lieu les fêtes du mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre. L'histoire ne dit pas si Marguerite y dansa ce branle de la torche dans lequel elle se montrait si grave et si belle. Mais ce qui est certain, c'est que jamais danse n'eût été mieux à sa place ni mieux nommée. À voir en effet catholiques et huguenots se toiser de l'œil et de la dague, il était évident que ces fêtes étaient les premières étincelles d'un terrible incendie. Le purgatoire et l'enfer avaient été représentés au Petit Bourbon, raconte Tavannes, et les huguenots y furent jetés après un combat de barrière, présage de leur malheur. À peu de distance de cette galerie s'élevait entre 2 grosses tours la porte orientale du Louvre, et près de cette porte se trouvait le jeu de paume. Plus d'une fois, Catherine de Médicis y avait fait voler la balle avec cette légèreté et cette adresse qu'elle déployait si souvent du vivant de Henri II, soit à l'assemblée du cerf, soit au tir de l'arbalète. Ici s'achève cette lecture. Je vous raconterai la suite une prochaine fois. À bientôt.